L'histoire et je suis docteur en histoire, un doctorat. J'étais destiné à enseigner à l'université et j'ai enseigné d'ailleurs pendant 4 ans à l'université de Toulouse et puis à la suite de quoi je n'ai pas été recruté définitivement. Je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est qu'un doctorat. C'est pas un diplôme. C'est un diplôme, c'est le dernier diplôme de la fac. Oui. Il y a le premier, c'est la licence, au bout de 3 ans. Voilà. Le deuxième, c'est le master, encore 2 ans après. Et le doctorat, généralement, c'est au moins 3 ans après encore. Au moins 3 ans. Ça peut prendre un peu plus. Bon, ça fait 4 ans. Généralement, c'est toujours plus que 3 ans dans les sciences humaines. Voilà. On a toujours quelques dérogations d'avant 2 ans, 3 ans en plus. Donc, en gros, ça me fait 10 ans d'études après le bac. Donc, je suis spécialiste de la Première Guerre mondiale. J'ai fait ma thèse sur la Première Guerre mondiale et j'ai écrit, d'ailleurs, une trentaine d'ouvrages et sur cette trentaine, il y en a bien une vingtaine sur la Première Guerre mondiale. C'est mon domaine de spécialité. Et le fait que, le fait est que je n'ai pas été recruté à l'université et donc je me suis retrouvé un petit peu dans l'éducation nationale. J'étais dans l'éducation nationale, mais avec l'envie d'écrire que j'avais depuis très jeune. Et voilà que j'écris un ouvrage sortant du doctorat, justement, qui est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès, d'ailleurs plus à l'international qu'en France d'ailleurs, puisqu'il a été traduit dans un certain nombre de pays, il a été adapté au théâtre en Angleterre, il a été adapté à la télévision en France. Et là, avec j'ai vu tout d'un coup comment on adaptait un livre. Mais j'étais spectateur, puisque j'avais demandé d'être associé comme auteur à la rédaction du scénario pour le film de télévision. Et le réalisateur me dit non, le réalisateur était à la fois auteur, et il disait non, je préfère garder le contrôle, etc. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? On m'avait simplement acheté les droits, et puis on m'avait embauché comme conseiller historique. C'est-à-dire pour traquer les erreurs dans le film, il faut toujours un historien, souvent dans les films historiques, même les films de fiction, les téléfilms, il y a souvent un conseiller historique pour éviter, dès que c'est un sujet par l'histoire, pour éviter évidemment les erreurs. Il ne faut pas qu'il y ait une erreur qui se mette dedans, sinon ça vient décrédibiliser l'ensemble du film. Et puis le jour je voyais cela, et je me disais, c'est très bien, on m'achète les droits du livre, on m'embauche comme conseiller historique, mais pourquoi moi je ne pourrais pas adapter mon livre tout seul, comme un grand? Voilà. Et je me suis dit, je suis capable de le faire. Écrire moi-même le scénario, j'ai bien écrit le livre. Est-ce que je ne peux pas écrire le scénario pour adapter? Pourquoi laisser aux autres? Parce que les autres, en fait, ils gagnent de l'argent sur votre dos. Ils les adaptent. Bien sûr, ils vous payent les droits, bien sûr, mais ils font le film, ils vont avoir leur nom à l'écran, et puis vous êtes dans le déroulé à la fin. Et puis vous êtes la dernière roue du carrosse, c'est vous qui avez apporté l'histoire. Et souvent c'est le cas d'ailleurs. Alors, je me suis dit, et là, à partir de ce moment-là, quand j'ai écrit des ouvrages, alors bien sûr, tous les ouvrages ne peuvent pas tous s'adapter en film, bien sûr. Quand j'écris des manuels comme la Première Guerre mondiale pour les nuls, vous voyez, c'est la collection pour les nuls, c'est pas quelque chose qui peut s'adapter pour en faire un film, c'est un manuel. Mais quand j'ai écrit des sujets particuliers, avec une histoire, je me suis dit, tiens, ça, on pourrait l'adapter. Et au même moment où j'écrivais, enfin, pas au même moment, j'écrivais le livre, et après, je me mettais à l'adaptation, et puis j'avais frappé à la porte d'une maison de production, avec laquelle j'avais des liens, pour un certain nombre de raisons, j'avais travaillé avec eux. Et puis voilà. Suite avec ce scénario, ils avaient frappé à la porte d'une chaîne. C'est long, il faut convaincre un producteur, ensuite le producteur il va convaincre une chaîne. Et puis s'il n'arrive pas à convaincre de chaîne, il va travailler comme ça. C'est comme ça. Et donc, ici à convaincre plusieurs chaînes, moi j'ai adapté, il y a 5 de mes ouvrages qui ont été adaptés en film, documentaire. 5, et là, mon dernier livre, que j'ai adapté. Alors là, mon dernier livre, c'est Le procès du viol, qui raconte une histoire qui n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, qui raconte une histoire dans les années 70
comment la question du viol, dont on ne parlait pas dans la société française, comment elle s'est imposée dans la société dans les années 70, parce qu'avant on n'en parlait pas, il fallait taire ce sujet. Alors, les femmes étaient coupables. Alors on disait, bah oui, c'est votre faute, etc. Et taisez-vous, voilà, c'est votre faute, vous n'avez qu'à pas vous habiller comme ça, vous n'avez qu'à pas sortir le soir, etc. Et dans les années 70, ça a changé. Les femmes ont pris la parole, il y a eu des mouvements féministes, et elles ont dit, bah, ça suffit. Hein. Il y a eu un grand procès qui a fait basculer complètement l'opinion. C'est un procès à Aix-en-Provence avec Gisèle Halimi, qui était la grande avocate de l'époque. Là, si vous voulez, j'ai inversé complètement les choses. J'ai d'abord écrit le documentaire. J'ai dans les archives, j'ai retrouvé le dossier d'instruction, c'est-à-dire le dossier du procès. J'ai retrouvé les témoins, j'allais les interviewer. Et puis j'ai dépouillé la presse sur le sujet. Donc j'ai d'abord conçu le documentaire, écrit le documentaire, et puis après, je me suis dit, j'ai toute la matière pour écrire un livre. Et j'ai écrit le livre après. D'habitude, j'écrivais le livre, et puis j'écrivais le scénario ensuite. Et là, j'ai écrit le scénario, et après, j'ai écrit le livre ensuite. Et pour ce dernier livre, la boîte de production de Luc Besson, là, voudrait l'adapter. Alors qu'on a fait un téléfilm, on a fait un documentaire sur France 3. Et là, la société de Luc Besson vient de proposer un contrat pour l'adapter en téléfilm. Donc là, cette fois-ci, c'est pour vous dire que bon, on ne fait pas toujours les projets. La fiction et le documentaire sont deux sujets, sont deux formes aussi d'écriture différentes. Et j'aimerais bien aussi passer à la fiction. Sortir un peu du documentaire. Et alors comment je suis arrivé à cela? Voilà, c'est simplement l'envie, en voyant les autres, adapter vos œuvres, vous dites, mais pourquoi je ne serais pas capable de le faire tout seul? Voilà. Et en adaptant moi-même mes ouvrages, eh bien je suis arrivé à un autre cheminement, c'est-à-dire pourquoi je ne deviendrais pas réalisateur. Voilà. Je suis auteur sur ce sujet, sur cette série, je suis co-auteur avec Jacques, bien sûr. Voilà comment on travaille. J'écris d'abord un texte, un scénario sur Louise Weiss, sur René Dumont, sur Pepsco, Manon Lupé, etc. Et puis ensuite, on le retravaille avec Jacques. On me dit là c'est trop long, là il faudrait un peu plus d'intensité dramatique, là le teaser tu dois le travailler, il faudrait plutôt commencer comme ça, finir plutôt comme ça, voilà. Je me donne des indications, je retravaille le scénario, je lui redonne cette version, la nouvelle version, et puis après, en montage, cette version en fait, est complètement déglinguée, on la met de côté, et parce qu'on a des images, on a des interviews, et il faut réécrire en quelque sorte la voix off, il faut écrire la voix off, il faut réécrire le scénario en fonction du montage. Voilà. On est dans la salle de montage pendant une journée, voire deux, on réécrit le scénario dans la salle de montage. À la fin, la voix off ne correspond absolument plus au scénario du départ, souvent, très souvent. Bon, il reste quelques phrases d'accroche, des phrases de conclusion, des phrases qui ont été bien ciselées, mais très souvent, il faut s'adapter aux images, il faut s'adapter aux interviews. Donc c'est un travail qui ne cesse de se construire. Il ne faut pas croire que vous avez écrit, boum, c'est fini, c'est dans le marbre. Non, c'est loin d'être comme ça. Mais je vous disais, je passe à la réalisation. Pourquoi? Parce que j'écris les scénarios, et ensuite, donc je vais souvent voir, quand c'est des films historiques, des films documentaires, je vais aux archives de l'armée, je regarde les images de l'armée, parce qu'avant d'écrire, j'ai besoin de voir les images. On ne peut pas écrire tout à fait sans voir les images. Parce que comment vous allez illustrer? J'ai besoin de savoir les images, et après, en fonction des images, j'écris. C'est très dur d'écrire quand vous n'avez pas d'image. Comment vous illustrez? Souvent, on peut faire des dessins animés, on peut faire ses vocations, il faut se creuser la tête. On peut faire de la reconstitution, ça s'appelle le docu-fiction. Il faut se creuser la tête quand on n'a pas d'image. Donc je commence par les images à l'armée, je vois les images à Pathé-Gaumont, je vois les images à l'INA. Et puis une fois que j'ai vu toutes ces images, je me fais mon film, je me fais mon montage dans la tête et j'écris mon scénario.
voilà, ça commencera comme ça, avec telle scène, etc., etc. Par exemple, j'ai écrit un film sur le sacre de Bokassa. Vous connaissez l'empereur Bokassa? Ouais, je ne sais pas. Quelqu'un connaît? Non. Alors, Bokassa, c'est un dictateur centrafricain, une petite république très pauvre, le pays plus pauvre d'Afrique d'ailleurs, à l'époque, et encore aujourd'hui. Ce dictateur, tout d'un coup, il était mégalomane, il s'est dit, tiens, il était admirateur de Napoléon Ier. Il s'est dit, tiens, je vais me faire sacré empereur. Alors, comme il est admirateur de Napoléon, eh bien, il s'est fait un costume à la Napoléon, un manteau d'hermine, alors qu'on est sous les tropiques, etc. Ses soldats étaient habillés en grognards, enfin, c'était le sacre de Napoléon sous les tropiques, sous l'Équateur. Ça avait un caractère assez grotesque, surtout. Eh bien, il faut savoir comment commencer un film. Eh bien, il y avait ces images. On a commencé avec des images incroyables où Bokassa, avant son sacre, regardait à la télévision, sur une cassette, il regardait le jubilé de la reine d'Angleterre, ou le mariage de la reine d'Angleterre, je ne sais plus, qui avait été retransmis à la télévision, commenté par Léon Zitrone. Et donc, je vous ai dit les images de cette télé, quoi, la reine d'Angleterre, son carrosse, etc., la para, la messe, etc. Et puis, le plan s'élargissait, et puis on voyait bien que tout d'un coup, boum, c'était une télé. Ces images, on n'était pas dedans, on entendait le microphone, c'était une télé. Et puis, le plan s'élargissait, et là, on voyait Bokassa, de dos, qui regardait la télé. Et voilà, et là, quand vous voyez tout d'un coup cette image dans les archives, vous dites, ça y est, j'ai trouvé mon début. Toujours trouver un début percutant. Les gens ne zappent pas. Hein, ils tombent sur un documentaire, les premières secondes, vous devez les attraper. Sinon, ici c'est blanc, c'est mou, de quoi ça parle. Hein. Aujourd'hui, on a un public qui zappe. Donc là, vous avez ces images, et là, vous pouvez dire, c'est un couronnement, enfin là, nous assistons au sacre le plus grotesque de l'histoire, etc. Enfin, voilà. Et puis, on voit que c'est la reine d'Angleterre, tout d'un coup, ça s'élargit. Voilà, il faut trouver, quand vous regardez les images, vous trouvez les césures, les cliffhangers, les teasers, les accroches, et donc vous faites votre film. Quand vous voyez les images, vous dites, oh, ça c'est super, ça je sais où je le mettrai, etc. Vous faites votre montage, et après, vous écrivez. Mais une fois que c'est écrit, eh bien, je remets à un réalisateur. Et le réalisateur, il se fait son film lui aussi. Et c'est pas tout à fait le même film que vous avez pensé. Et il se fait son propre montage aussi. Et à la fin, le film est étrangement proche de ce que vous retrouvez vos phrases, bien souvent, puis en même temps il est éloigné, il ne vous appartient plus. Puis c'est un film aussi, c'est-à-dire un film du réalisateur. Le film, il vous a un peu échappé. Pourtant vous avez retrouvé les témoins, vous avez fait les interviews, vous avez vu les images, vous avez fait votre film, et il vous a échappé à la fin. Donc c'est pour ça, j'avais cette frustration aussi comme auteur, de ne pas avoir gardé le contrôle. Tout à fait. Ce qui fait que je suis arrivé à la réalisation l'année dernière. J'ai fait 2 films comme réalisateur, un pour une petite chaîne, la chaîne d'Histoire, puis l'autre pour France 3. Parce qu'on ne peut pas passer directement réalisateur comme ça. Vous allez voir une chaîne en disant, voilà, vous pouvez me faire confiance. J'ai été auteur sur plusieurs films que vous avez passé à l'écran, mais vous se dire, oh là là, oui, c'est pas parce qu'il a été auteur qu'il pourra être réalisateur. Il peut nous faire une catastrophe. Alors on va lui donner de l'argent et à la fin ça va être une catastrophe. Ça sera tellement nul qu'on ne le passera pas. On aura perdu l'argent. Donc ils sont un peu inquiets. Alors pour les rassurer, je serai co-réalisateur avec tel réalisateur que vous connaissez bien, avec tel grand monteur que je connaissais bien, etc. Donc ça les rassure. Et puis une fois qu'on a fait ses preuves, après, on peut voler de ses propres ailes. Là, je vais faire un film comme réalisateur tout seul comme un grand. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit ma vocation. Je crois que je suis vraiment auteur en réalité. Mais j'avais envie de garder le contrôle et de faire cette expérience. Voilà, une expérience peut-être que je ne se prolongera pas. Mais dans la vie, les trajectoires ne sont pas rectilignées. Sachez-le, vous évoluez dans votre vie. Vous n'allez pas choisir un métier, puis peut-être que vous allez choisir ce métier, vous l'exercez toute votre vie. Mais la vie, c'est fait comme ça, c'est fait de virages, c'est fait de rencontres, c'est fait de
de pertes, et c'est fait comme ça de choses que vous n'avez pas toujours décidées, mais enfin si, que vous décidez, mais que vous n'avez pas toujours conçues à l'avance. Hein. C'est ça les surprises de la vie. Et la vie, c'est fait aussi de hasard. Mais le hasard n'arrive qu'aux esprits qui sont préparés à le recevoir. Il faut bien avoir ça en tête. Que le hasard passe, et si ce hasard passe et que vous ne l'attrapez pas, mais en fait, vous n'êtes pas préparé à le recevoir. Ce qu'il faut, pour saisir le hasard de Dieu, c'est qu'il faut être déjà dans la disposition d'avoir envie. Et donc, il faut saisir les occasions. Et ces occasions aussi, elles vous passent devant le nez, c'est aussi parce que vous les avez provoquées. Et si ces occasions, vous les repérez, c'est parce que vous les avez provoquées. Voilà. C'est qu'il faut travailler. Le travail amène le travail. Hein. Plus vous travaillez, plus vous avez des gens qui regardent votre travail et qui disent tiens, et qui vous appellent. Moi, la semaine dernière, j'étais avec un producteur à Paris parce qu'il avait vu un de mes films et qu'il voulait travailler avec moi. Le travail appelle le travail. Si Jacques m'a demandé de travailler sur cette série, c'est parce qu'on s'était rencontrés, parce qu'il avait lu mes ouvrages, un certain temps, pas tous, il en avait lu quelques-uns, et il avait envie de travailler avec moi. Voilà. Et c'est comme ça que les choses se font. Il faut d'abord travailler. Et accepter, il faut que vous acceptiez de vous planter aussi. Il faut accepter de travailler pour rien dans ce métier. C'est dur, auteur, parce que il y a parfois des boîtes de production qui vous disent « Ah, on a vendu, on a pitché à une chaîne tel sujet. Ils sont très intéressés. Hein, est-ce que tu veux faire le scénario ?» Ah, oui, d'accord, ok. Hein, et là, je sais que ça va se faire, parce que la chaîne est intéressée. Enfin, on n'est jamais sûr à 100% des fois. Bon. Mais il y a des cas où, et ça aussi, ça arrive très souvent, où on vous dit ça serait bien, tu nous proposes un sujet là-dessus, et il n'est pas vendu encore. Donc on va ensuite, on l'écrit, on va trouver la chaîne nous dit non. Et alors, tout le temps que vous avez passé à travailler sur ce sujet, hein, vous avez perdu votre temps. Ce sujet tombe à la poubelle. Alors après, avec un peu de bouteille, vous savez, récupérer ce travail, le réutiliser, faire en sorte que tout le temps n'a pas été perdu, mais faire le moins de déchets possible. Mais c'est un métier où on commence parfois, effectivement, tous les projets ne se font pas. Il faut accepter de travailler pour rien, pour que quelque chose se fasse. Quand est-ce que vous êtes arrivé sur le projet de Jacques de la Terre alors comment on s'est rencontré d'abord avec Jacques? Alors on s'est rencontré avec Jacques d'abord il y a 3-4 ans. On était ensemble sur un jury du prix Historia, un magazine historique qui a 100 ans, c'est général, qui est apparu en 1913, et qui fait des prix de la biographie, prix de la bande dessinée, prix du film historique, etc. On était ensemble sur un jury, et puis on a bien rigolé ensemble. On était très dissipés. Parfois on nous recadrait. Et donc je lui ai offert quelques livres que j'avais écrits en disant tiens, t'es réalisateur, très bien ce stage, justement, vous voyez, les rencontres. Allez, ça on pourrait très bien porter à l'écran, ça pourrait très bien en faire un film. Alors il a lu ce livre, il m'a dit oui, mais bien sûr, j'aimerais bien en faire un film, il faudrait qu'on travaille ensemble. Alors ce projet ne s'est pas fait, on a commencé à travailler, on s'est rencontrés plusieurs fois pour travailler dessus, et puis ça a été télescopé par le projet sur Arte qui arrivait. Et avant qu'il m'appelle pour me dire écoute, il y a un projet, il y a un appel d'offres sur Arte, et ben j'avais été approché par une boîte de production concurrente qui me demandait est-ce que vous voulez, il y a un appel d'offres sur Arte, est-ce que vous voulez en faire partie, est-ce que vous voulez nous aider à notre caution historique, etc. Alors j'avais dit oui, et puis voilà, 3 jours après, déjà pour la tête qui m'appelle, qui me dit voilà, un appel d'offres sur Arte, parce que mince, je me suis engagé avec une autre boîte pour me déserter en disant excusez-moi, je vais devoir partir parce que je travaillais avec un ami. Très bien. Et puis, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que cet appel d'offres d'Arte, il s'est fait courant juillet, fin juillet même. Et il fallait rendre les dossiers fin août. Et ça, c'est vraiment le machiavélisme de la chaîne. C'est-à-dire qu'ils ont fait un appel d'offres durant l'été, au moment où tout le monde est en vacances. Les producteurs sont en vacances, les auteurs sont en vacances, les réalisateurs sont en vacances,
tout s'arrête au mois d'août, souvent en France. Et c'était une façon de tester la réactivité des boîtes. Est-ce que vous êtes capable de nous proposer quelque chose, une série? Et là, on voit tout de suite. Comme les boîtes sont désorganisées avec les vacances, on voit tout de suite qui est capable, qui n'est pas capable, qui est réactif. Avec les tambours de soie, la maison de production des tambours de soie, Jacques et moi, on a proposé un dossier qui retenait 40 biographies sur les oubliés de l'histoire. Sur les 40, je crois bien qu'il y en a 35, ou peut-être plus, 38 qui n'existent plus dans le projet final. Mais peu importe, il fallait présenter des individus avec un petit pitch, bien sûr, un petit résumé sur l'intérêt de faire leur portrait. Et un beau dossier comme ça, avec la couleur, tout ça. Voilà, et la chaîne nous a retenus. Vous étiez dès le début, en fait. Oui, dès le début, parce que dès le début, vous savez, l'auteur